Christian Chastagne, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga. On vous a invité pour parler d'un ouvrage. Finalement, c'est le titre qui m'a surpris quand j'ai vu 1000 Ligériens célèbres. J'étais loin d'imaginer qu'il y avait autant de personnes qui étaient célèbres dans notre beau département. La première question, elle est comment c'est venu l'idée de faire un livre sur ces 1000 Ligériens? Alors, c'est parti d'un précédent ouvrage que j'ai écrit avec un ami concernant le marquis de Rostin, qui m'a fait découvrir plusieurs personnages de son époque, dont le comte de Champagny, qui a été un grand proche de Napoléon. Et je me suis dit qu'il doit y avoir des tas d'autres personnages, je dirais célèbres, et je suis parti à fouiller. J'ai commencé par le XVIIe et XVIIIe siècle, et puis de fil en aiguille, je suis arrivé au XIXe, où là il y a eu l'essor industriel dans la région stéphanoise, qui m'a amené énormément de biographies. Mais quand on se met à chercher, on trouve beaucoup de choses. Oui. Est-ce que vous vous étiez défini un cadre, une trajectoire, un chemin à suivre? Ben, pas spécialement, mais disons que quand je suis arrivé à 700 personnages, je me suis dit, mais pourquoi j'en trouverais pas 1000 et puis j'en trouve encore. Parce que finalement, si on fouille un petit peu, il y a des tas de personnes. Ça veut dire que vous avez ratissé large ou il y avait vraiment des domaines qui étaient plus importants que d'autres? Oh non, j'ai ratissé large, hein, toutes les professions. Bon, alors, le XVIIe et XVIIIe siècle, c'est la noblesse et la bourgeoisie, quelques savants, quelques écrivains, bon, et puis après, à l'ère industrielle, ce sont ceux qui ont innové en matière de textile, en matière d'industrie métallurgique, le charbon, le train, le transport fluvial, etc. Donc, j'ai trouvé des tas de personnes qui sont impliquées dans différentes professions et ça m'a amené à avoir tout ça. Ça veut dire qu'on est plus sur des métiers, sur de la culture, sur de l'histoire, ou alors c'est réparti un peu dans toutes les zones? Ah non, il y a aussi les médecins, vous avez le clergé, les politiques. Ça c'est évident, oui. Et bon, les politiques, j'ai une 150 députés. C'est peut-être plus récent dans les politiques? Non, ça a monté à la Révolution. Oui, carrément. Ah oui, oui. Et cette envie de chercher, il y a des gens qui recherchent leur passé. C'est quoi? C'est devenu une passion ou c'était vraiment parce que c'était un exercice à faire? Moi, je me suis dit que c'était un exercice intéressant à faire parce que personne ne l'a fait. Enfin si, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, mais pas aussi étendu. Il y a quelques ouvrages qui existent, mais qui sont beaucoup plus limités en nombre. Et je me suis dit, il faut fouiller, on va en trouver d'autres. Et quand on dit Ligériens, c'est des gens qui sont nés ici, c'est des gens qui sont passés par le territoire? C'est quoi exactement la définition? Il y a les deux. Il y a des autochtones et puis des importés. Donc, par exemple, je vais vous citer M. Wess, le chocolat Wess. Qui venait d'Alsace, si mes souvenirs sont bons. Qui venait d'Alsace. Massenet, le musicien, son père venait de Toulouse. Il était fabricant de faux. Donc, vous voyez, l'histoire s'est enrichie par des apports extérieurs, mais il y a aussi beaucoup de Ligériens de souche. Si on veut faire par ordre chronologique, le premier, c'est qui et il faisait quoi? Alors, le premier, c'était un conte de Bouthéon. Un conte de dans les Bouthéon. années 1000. Dans les années 1000? Oui. Ah, donc vous avez vraiment fait des recherches très très loin là, hein? Oui, mais là, j'en ai trouvé un ou deux, parce Ouais. que c'est... Justement, on est là pour apprendre et pour comprendre. C'était quoi finalement le rôle d'un conte dans les années 1000? Est-ce que vous avez trouvé des choses qui vous ont permis de définir un cadre là aussi? Alors, ces gens-là, les comtes, bon, c'était des propriétaires terriens, les trois quarts du temps, ou des militaires, et qui touchaient des loyers de leurs terres, etc. Ils vivaient de ça, ou de revenus militaires. Ils avaient un régiment, ils avaient des militaires à eux qu'ils payaient, mais ils se faisaient payer par le roi. Vous avez, par rapport à des personnages, vu évoluer le territoire? Ah bah oui, oui, oui. Alors là c'est flagrant. Au XVIIIe siècle, ça a été
comment dire, un chamboulement, à tel point que la préfecture qui était à Montbrison a déménagé à Saint-Étienne, parce que l'activité, l'explosion industrielle s'est passée à Saint-Étienne. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu l'eau, le furan, la mine, l'acier, toutes ces choses-là. Voilà. Et puis après le textile. Et le textile. Si, en même temps. En même temps. Ah oui, oui. Il y avait la serrurerie aussi. Mais la serrurerie, c'est plus ancien. Coutellerie la coutellerie était plus importante à Saint-Étienne qu'à Thiers. À une époque, j'avais vu des images des gens qui étaient couchés pour travailler. Hein. Voilà. Pourquoi les gens viennent s'installer à Saint-Étienne? Vous avez trouvé ça dans vos recherches? Mais parce que l'essor industriel, c'est essentiellement fait à Saint-Étienne. Saint-Étienne et sa proche banlieue. C'est des gens qui venaient d'autres départements, de la Haute-Loire, ou alors... Pourquoi ils ne sont pas établis finalement à Montbrison? C'était la préfecture à l'époque. Mais à Montbrison, il y avait rien. Il n'y avait pas de mine, il n'y avait pas d'acier. Ça veut dire que c'est la richesse de notre territoire stéphanois, alors. Voilà, oui. Montbrison, c'était plus le tertiaire. C'était la bourgeoisie, la noblesse d'époque, mais qui n'a pas pu évoluer parce qu'il n'avait pas matière pour évoluer. Donc à Saint-Étienne, il y avait le charbon, l'acier, il y avait le textile, comme je vous disais. Et puis le furan qui traversait. Le furan qui a une excellente eau pour le trempage. Voilà, tout à fait, on refroidissait les lames. Voilà. On continue dans ce dictionnaire. J'ai lu que vous aviez mis 5 ans pour l'écrire. Est-ce que quand vous avez démarré cette aventure, vous aviez imaginé autant de recherche, autant de travail, et j'ai même envie de vous dire autant d'efforts? Autant d'efforts, je ne faisais pas que ça toute la journée, mais je travaillais surtout le soir, la veillée, parce que la télévision, je ne regarde pas tout le temps. Et c'est là où je me connectais sur Internet et je téléchargeais des dictionnaires depuis Gallica que je lisais après, parce que c'est pas tout les télécharger, mais il faut les lire. Et j'ai trouvé un dictionnaire de biographie, mais je dirais à l'échelle de la France, dans lequel j'ai trouvé des Ligériens. Mais il y avait 45 volumes à éplucher. Ouais. Donc, et quand vous parlez de lire et quand on remonte dans le temps, moi j'ai vu qu'on était dans une région où l'occitan avait sa place. Est-ce qu'on arrive à déchiffrer ce qui était écrit à l'époque ou c'est compliqué quoi? Oui, c'est compliqué. Alors, on se heurte à ce genre de lecture dans les registres paroissiaux. Parce que moi, je fais une apparenté, mais quand on regarde les vieux documents de la famille, moi j'ai les exemples là, de noms de famille, 4 documents, pas une seule fois orthographiée de la même façon. Voilà. Oui, bah ça c'est... Et c'est vrai, parce que, bon, ils enregistraient avec la prononciation. Hein. Ouais. Les gens ne savaient pas écrire. Que c'était phonétique. Alors évidemment, il y a des variantes. Hein. Ah, d'accord, mais j'avais pas pensé à ça. Oui. Et oui, parce que les gens ne signaient pas. Hein. Ah, tout à fait. Dans les registres, ne sait pas écrire. C'était enregistré. C'était la fameuse croix à l'époque. Bon, même pas. Même pas. On la voit sur certains documents. C'est peut-être pour refaire un peu le folklore à la télévision. Oui, peut-être. Et dans tous ces personnages, est-ce qu'il y en a qui ont été plus simples à trouver, que vous avez cherché, ou alors d'autres sont venus comme ça, au hasard des pages? Il y a un peu les deux, hein, mais c'est vrai que j'ai trouvé des personnages un peu bizarres hein, aussi. J'en ai un particulièrement, il s'appelle un certain monsieur Martin, et qui était dessinateur en tissu à Lyon. Ce qui veut dire dessinateur en tissu, c'est on dessine sur le tissu? Il dessinait les motifs de tissu pour les métiers jacquards. D'accord. Et puis bon, il y a eu la grève des canuts, tout le bazar et son train. Il a voulu changer de profession, il est parti pour être pas orthodontiste, mais prothésiste dentaire. Ouais. C'est complètement différent. Ouais, il voulait dessiner des dents. Et ben voilà, il a dessiné des dents, il a fait des dents de progrès, et à la fin, il faisait des prothèses, mais toutes les prothèses qu'on peut imaginer, de hanches, de trucs, mais dans les années 1850. Hein. Donc, c'est un type qui n'avait pas fait de médecine, et qui était écouté par tous les médecins lyonnais. Et c'est un gars de Saint-Étienne. Quand on trouve 1000 Ligériens, est-ce qu'il y a des racines aussi dans les noms de famille? Est-ce qu'on trouve plus de noms de... Vous avez cité un Martin, est-ce qu'on trouve plus de Martin dans la région? Est-ce qu'on trouve plus de Dupont? On trouve des forts. Des forts? Ah oui, beaucoup. Par rapport à la forge? Je ne sais pas si c'est par rapport à la forge. Ouais. Non, je ne sais pas. Mais des forts, oui, alors il y en a. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nom?
bien répandu. Non, après, ce sont des familles que j'ai retracées sur plusieurs générations, donc évidemment, Si on se place aujourd'hui, on peut citer la famille Guichard pour Casino, et oui. il y en a de nombreuses, hein. Quelles sont les grandes familles de ces époques aussi? Est-ce il y a encore des traces? Est-ce qu'il y a encore des descendants de... Ah ben oui, alors il y a des grands. Vous avez Vernet Caron, Tout à fait, les armes, vous avez Néret, textile, que je connais bien Fort, textile aussi, aussi, à Andrézieux. à Montresieux, sont des habits personnels d'ailleurs. Et il y a Dorian aussi, par exemple, comme industriel. La place Dorian, c'était un industriel qui était. Qui a été aussi député, non? Oui, oui, il a été député. Il s'était associé avec justement Massenet à l'époque pour les faux. Enfin, vous voyez, c'est toute une grande famille d'industriels, finalement. Un livre comme le vôtre, il est destiné à qui finalement? Ouais, à ceux qui sont un peu curieux de l'histoire du département, hein. Alors, j'espère en trouver 1000 aussi de ceux-là. Mais bon, pour le moment, j'en ai trouvé quand même pas mal. Mais c'est vrai que il y a eu des interrogations dans la rue, là, des interviews, les gens paraissent intéressés. Ils disent ah oui, ça, tiens, c'est intéressant. Mais c'est pas pour autant qu'ils l'achètent. Mais bon. Quand on fait quelque chose comme ce beau livre, hein, est-ce qu'on a un objectif de vente? Est-ce qu'il y a une rentabilité à atteindre? Ou alors c'est du pur plaisir et C'est du pur plaisir. c'est du pur plaisir? Ah oui, non. Je ne cherche pas la rentabilité parce Ouais. que je ne l'aurai jamais. Ouais. Bon. Parce que c'est un livre finalement qui est intéressant que dans la région. Oui, oui, si, ah ben, oui, enfin, ou des gens qui sont ailleurs, Oui, mais oui, bien sûr. qui viennent de la région. Qui viennent. J'en ai vendu à des associations de Stéphanois à Paris. Et pour le vendre justement, on fait comment aussi? Mis à part faire un peu les télés locales, les journaux locaux, on fait quoi? On va faire les salons, on va faire des conférences, j'ai vu aussi. Oui, j'ai fait des conférences. Je vais en faire une bientôt à la DENA, Ouais. À Montbrison. Et j'en ai fait une aux archives départementales, et puis à Husson-en-Forêt. Je vais en faire d'autres, mais bon, je vais essayer de passer par les associations, genre Rotary, etc., parce que ce sont des gens qui sont un peu plus cultivés et qui peuvent être intéressés. Et moi, je laisse le bénéfice pour l'association. Et vous faites les salons du livre aussi de la région? Alors, je m'étais inscrit au Salon du Livre de Saint-Étienne. J'ai été balayé, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas été retenu. Bon, L'année prochaine peut-être. j'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas compris. On a cité plusieurs noms. Quels sont les Ligériens que vous avez retenus? Peut-être pas les plus connus, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont une histoire particulière? Alors, il y en a. Oui, il y a le Père Lachaise, Ah, qui est né à Boin, à côté de Boin. Bon, qui a été l'aumônier de Louis XIV, ah oui, on aura appris des choses. en tant que jésuite, Ouais. alors qu'il faisait la chasse aux jésuites. Et c'est lui qui est à l'origine du cimetière du Père Lachaise. Bien évidemment, oui. Voilà, donc c'est un Stéphanois, le Père Lachaise. Ah, c'est une chose qu'on ne savait pas. Voilà, voilà par exemple. Bon, il y a le Père Coton. Le Coton, c'était l'aumônier de Henri IV. Il y a aussi l'abbé Terret, qui a été le ministre des Finances de Louis XV. Ah, on remonte à vieux quand même, hein? Oui, et le père Terret, il avait des mots d'esprit assez poussés. Un jour, il dit au roi, Monsieur, Monseigneur, vous nous faites des fêtes à Versailles qui sont impayables. En tant que ministre des Finances, c'était... Mais bon, alors bon, je vous ai parlé de non-père de Champagny, donc, qui a fait la guerre d'indépendance des États-Unis, mais en tant que marin, dans la marine, qui a été député à la Constituante en 1789, qui a été mis en prison parce qu'il était noble, donc il est resté en prison à Rouen et il a échappé de peu à la guillotine. Et après, il a été très proche de Napoléon, qu'il a nommé ambassadeur à Vienne. Il
il a signé le traité de Vienne, entre autres. Et une petite anecdote concernant ce personnage, c'est lui qui a indiqué à Napoléon l'emplacement de l'Arc de Triomphe à Paris. On est en plein dans l'histoire alors. Là, on est en plein dans l'histoire. Napoléon voulait faire un Arc de Triomphe à la place de la Bastille. Ouais. Et le Champagny lui a dit non, elle est mal placée, il faut la mettre aux Champs-Élysées, parce que là, il y aura une très grande perspective, et tous les gens qui viennent de l'extérieur passent par là. C'était bien vu. Voilà. Ce dictionnaire, il est composé comment? On retrouve les personnages par ordre alphabétique, par date, par... Par ordre alphabétique. Il y a même des petits index sur le côté. Quel a été peut-être pas le seul, mais le plus dur à trouver? Le plus dur à trouver, c'est quand on remonte sur les dates anciennes. Il y a de moins en moins de documents, oui. C'est évident. Alors, par exemple, les Talaru. Talaru, ils sont des gens du côté de Noir-Étable. Il y a eu des archevêques de Lyon qui s'appelaient Talaru. Là, j'ai eu quelques difficultés à trouver des trucs, mais sinon, bon, Robertet, ce sont des gens de Montbrison. J'ai trouvé tout ce que je voulais. Et puis, il y en a que j'ai découvert, mais alors vraiment, par hasard, un gars qui s'appelle Parocel, qui est né en 1540, sont des peintres. Ouais. Mais des peintres qui ont peint dans toute la France. Et il y a d'autres générations de peintres. Et ce sont des gens qui sont du département. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aviez en tête et que vous avez été obligé d'abandonner? Vous n'avez pas trouvé d'informations? Non. Non. On arrive toujours à trouver. Et là aussi, vous êtes arrêté à 1000 et vous allez faire un tome 2? Comment ça va se passer? J'en ai mis un peu plus de 1000, Ouais. 1040. Je sais pas, non, je n'aurai pas le temps d'en faire un deuxième. Non, j'en ai retrouvé une cinquantaine quand même, Ouais. hein, depuis, mais bon, en faire un truc pour 50. Non, là actuellement, je me penche plutôt sur un non-père de Champagny, pour refaire un ouvrage sur son histoire. Parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est un monsieur, je vous disais tout à l'heure, qui a fait la guerre d'indépendance des États-Unis, Ouais. en tant que marin. Enfin, il était officier de marine. Hein. En revenant, il a été élu député de la noblesse en 1789. Il a été condamné en tant que noble et emprisonné à Rouen. Ensuite, il s'est mis un petit peu au vert. Après, une fois que Napoléon est arrivé au pouvoir, il s'est rapproché de Napoléon, et c'est là où il a eu des rôles très importants. Ambassadeur, ministre de l'Intérieur, il a fait beaucoup de choses. Là maintenant il faut le lire pour approfondir les connaissances, sa curiosité. Enfin, progressivement, c'est comme un dictionnaire, quoi. Bon, on y pioche dedans de temps en temps. Est-ce que c'est un dictionnaire que vous avez proposé aux écoles? Alors j'ai une amie qui est prof, elle m'a dit il faut voir les gens de la bibliothèque des écoles. Alors, Il faut tous les faire? j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps. C'est long. Hein. Vous êtes remonté dans des périodes anciennes et très anciennes. Est-ce que vous avez pu aussi comparer un peu les époques en faisant vos recherches? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui c'était mieux avant? Parce qu'on entend toujours cette phrase, c'était mieux avant. Alors que moi je dis, c'est pas que c'était mieux avant, c'était juste différent. C'était différent, effectivement. Mais vous voyez, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, la Loire était essentiellement agricole. Ouais. XVIIIe siècle, c'est devenu industriel. Oui, donc là, il y a une rupture. Avec le charbon, le train. Il y a une rupture énorme entre les deux siècles. Hein. Ouais, on passe finalement de deux mondes différents, quoi. Ah, complètement. Et ça c'est visible en traversant les années. Oui, en voyant ce que les gens faisaient. Est-ce qu'il y a eu des anecdotes, des choses que vous avez découvertes, des choses un peu sorties des sentiers battus, comme on dit à Saint-Étienne? Oui, il y en a sûrement, mais je ne sais plus. Véfour. Véfour, vous savez, c'est un grand restaurant parisien, le Grand Véfour à Paris, qui est au Palais Royal. Eh bien, c'est un gars qui était né à Saint-Just-en-Bas, qui est allé à Paris. Il ne voulait pas être agriculteur.
un fils de paysan, mais il ne voulait pas. Donc il a fait de la cuisine, il s'est fait embaucher dans des familles à Paris pour faire de la cuisine, et il a monté son restaurant qui s'appelait Le Véfour. Et c'est devenu le Grand Véfour, un restaurant réputé. Et c'est parti d'un gars qui était... Et qui existe encore, ou alors... Ah oui, oui, il existe encore, bien sûr. Et Oui, ça se trouve à Paris, ça. oui. Oui. Puis je vais vous dire, c'est un 2 ou 3 étoiles. C'est pas un petit restaurant. Ce qui veut dire qu'on, quand on est dans notre territoire, on fait les besaignes, finalement, on n'a rien envie aux autres. Ah non. Oui, oui, oui. On a eu des sommités qui ont bien réussi. Hein. Quelle est la... Finalement, là aussi, c'est un peu une question vague, mais quelle est la plus grande personne qui est née à Saint-Étienne, qui est passée dans la Loire? J'ai dit Saint-Étienne, oui, lapsus, ligérien, Oui. la plus grande personnalité pour vous, hein, parce que évidemment, si on demande à quelqu'un d'autre, ça serait une autre personne, mais pour vous, c'est Oui, qui? bah, j'en ai plusieurs, moi, enfin. Bah, allez-y, on a le temps. J'ai l'oncle d'un de mes amis qui s'appelait Brouillet, c'est le nom dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a été secrétaire général de l'Élysée sous De Gaulle. Ah oui, Et il est né à Clépé, donc c'est un Ligérien, mais qui a fait Normal Sup. Il avait présenté Pompidou à De Gaulle, par exemple. Donc c'est quand même... et il a été ambassadeur de France au Vatican plusieurs années. c'est les petites histoires dans la grande histoire. Voilà. Bon, puis sinon, il y a Lucien Neuwirth, Ouais. que j'ai bien connu, qui est quand même un personnage Si qui a marqué la région. Hein. si je ne dis pas de bêtises, comme je suis un peu plus jeune que tous ces événements, c'est d'abord un grand résistant. Oui, C'est l'homme qui a pas créé, mais qui a facilité la pilule. oui. Et puis c'était le président du conseil départemental encore il n'y a pas très longtemps, parce que je me rappelle vaguement. Oui, oui, tout à fait. Et puis il s'est beaucoup impliqué sur comment on appelle ça, la lutte contre la douleur, La douleur. le D'accord. palliatif. Je m'en souviens, j'ai travaillé un peu avec lui là-dessus, à une époque. Ouais, très bien. Et puis d'autres, bon, bah, dans les. Qu'est-ce qu'il y a comme autre? Bah, il y a Petit, le maire de Firminy, Claudius Petit. Claudius Petit, quand même, c'était un personnage important. On avait une chronique là sur Claudius Petit. Oui, ça a quand même été. C'est lui qui a fait venir Le Corbusier à Firminy, entre autres. Et là, bon, Claudius Petit, j'ai un ami qui le connaissait bien. Et quand pendant 5 ans, on s'est tourné dans le passé, est-ce qu'on arrive à se projeter sur l'avenir et se dire que, comme on lit partout sur les réseaux, et ce que je disais tout à l'heure, c'était mieux avant? Non, mais je pense que dans 10 ans, on trouvera de nouveaux personnages qui sont décédés entre-temps. Hein. Des personnages qu'on ne connaît pas, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Et surtout maintenant, parce que, comment dire, tout va vite. Tout va Très vite, même. Tout va très vite. Il y a énormément d'inventions, de mises au point, de produits nouveaux, et qui méritent d'être, je dirais, connus, et qui sont peut-être mis au point par des Ligériens. À suivre alors. Affaire à suivre. Dans 50 ans, il y aura un Le tome 2. tome 2, mais je ne serai plus là. Christian Chassagne, merci beaucoup C'est avec plaisir. d'être venu nous présenter ces 1000 Ligériens célèbres. Le plus simple, c'est de prendre le livre, de le feuilleter et de découvrir ces personnages de notre passé. Eh bien, merci. Merci beaucoup.